Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va continuer les séries de vidéos qu'on avait commencé sur Evald Elienkov et plus particulièrement à la manière dont Evald Elienkov s'est intéressé à l'histoire de la philosophie. Donc, on va aborder une étude qui date de 1965 intitulée Antečna dialectica как forma myslia, la dialectique antique comme forme de pensée. Vous trouvez aussi le titre dans l'édition espagnole. Cette étude, vous la trouvez aussi dans l'édition espagnole de 2021. Obras escogidas, volume 1. La dialectica antigua como forma de pensamiento. Donc, la traduction espagnole a été réalisée par Rafael Plaleón et révisée par Maria Teresa Villa. Donc, vous la trouvez plus exactement à la page 67 du livre déjà cité. Donc, la dialectique antique comme forme de pensée. On va commencer par la préface de cette étude, ou bien l'introduction de cette étude, dans laquelle Evald Elienkov insiste sur l'importance de l'histoire de la philosophie. Donc pour lui, en se fondant sur Lénine, l'histoire de la philosophie rend possible l'exposition et le développement de la théorie générale de la dialectique comme théorie de la connaissance et de logique du matérialisme moderne. Donc, l'histoire de la philosophie, son importance vient de sa possibilité, c'est ce qui nous permet de comprendre la dialectique en tant que théorie de la connaissance et en tant que logique du matérialisme. Donc je vais commencer par lire un passage de l'introduction qui insiste sur ce point. L'histoire de la philosophie fut placée par Lénine au premier rang dans l'énumération des domaines de la connaissance à partir desquels doivent être formées la théorie de la connaissance et la dialectique. Et cette place qu'elle occupe, c'est-à-dire l'histoire de la philosophie, lui revient légitimement non seulement dans l'ordre, mais aussi dans le développement et la présentation de la théorie générale de la dialectique comme théorie de la connaissance et de la logique du matérialisme moderne. Et cela est tout à fait évident, puisque, pour Lénine, premièrement, puisqu'il s'est intéressé à la dialectique proprement dite en tant que science philosophique. Et là, Elienkov va distinguer entre deux visions de la dialectique, ou bien deux manières de poser le problème de la dialectique dans l'histoire de la philosophie, avec la nécessité de ne pas les confondre. Donc, nous avons deux méthodes, ou bien deux visions possibles pour aborder la dialectique. La première, c'est celle de l'appliquer au développement d'autres domaines de connaissances, du savoir humain, la physique, économie politique, questions politiques d'actualité. Donc ça, c'est l'application de la dialectique dans d'autres domaines de connaissances. Et il y a aussi la deuxième possibilité, c'est de développer l'appareil même de la dialectique, c'est-à-dire le système de ces concepts et de ces catégories. Et c'est dans ce sens qu'Evald Elienkov va étudier la dialectique antique, déjà dans cette étude, et plus tard dans son livre
dialectical logic. Et c'est une remarque qu'on peut aussi appliquer aux mathématiques aussi, puisque nous avons la possibilité de dire la même chose sur les mathématiques, car l'application des mathématiques, ou bien des outils mathématiques, sur la physique, ou bien au traitement des données de la physique ou de l'économie, ne coïncide pas automatiquement avec le développement théorique de son propre appareil, qui peut et doit être ensuite appliqué dans d'autres domaines du savoir. Donc, ce qu'il faut privilégier dans un premier temps, avant l'application, c'est vraiment de connaître, pour Ilienkov, l'appareil conceptuel et catégorique de la dialectique avant de penser à l'application de la dialectique. Et bien évidemment, il ne faut pas confondre les deux tâches parce que les deux tâches ne coïncident pas automatiquement. Donc, Lénine s'est intéressé à la dialectique, proprement dite, en tant que science philosophique, en tant que science spécifique, ayant son objet propre historiquement développé, son propre système spécifique de concepts et sa terminologie correspondante. Donc c'est dans ce sens que nous étudions la dialectique, et non en tant que méthode qui peut et doit, selon Lénine, être appliquée dans n'importe quel domaine de la connaissance. Donc c'est dans ce sens que la recherche d'Ewald Ilienkov va y aller. Et qui se réalise donc non seulement sous la forme d'une théorie philosophique particulière, mais aussi sous la forme d'une compréhension théorique concrète dans n'importe quel domaine de la connaissance inclus dans la vision du monde scientifique matérialiste moderne. Donc, il ne s'agit pas d'appliquer la dialectique au développement d'autres domaines de connaissances, économie politique, questions politiques d'actualité, physique, la psychologie, la pédagogie, etc. Mais de développer l'appareil même de la dialectique, c'est-à-dire le système des concepts et des catégories spécifiques de la dialectique. Et concernant la comparaison avec les mathématiques, je cite Ilienkov, la situation dans ce cadre est exactement la même pour les mathématiques. Une chose est l'application des outils mathématiques au traitement des données de la physique ou de l'économie, et une autre est le développement théorique de son propre appareil, qui peut et doit ensuite être appliqué dans n'importe quel autre domaine, et avec d'autant plus de succès qu'il est développé par lui-même, sous une forme générale de manière rigoureuse. Si ces deux tâches sont confondues, il y aura confusion dans la solution des deux problèmes, et la question ne change en rien le fait que c'est l'application de l'appareil mathématique à la solution de problèmes particuliers qui conduit, tôt ou tard, à la nécessité de son propre développement, de sa propre concrétisation. Et de la même manière, la dialectique n'absorbe les jus vitaux de la réalité qu'à travers le processus de son application à la solution des problèmes, bien de problèmes qui ne sont plus spécialement philosophiques, ou plus précisément, non seulement de problèmes spécialement philosophiques, mais aussi de problèmes de tout autre domaine de la connaissance. Or, cela ne signifie pas pour autant que l'application de la dialectique coïncide automatiquement avec le développement de son propre appareil théorique. Les succès et les échecs de l'application de l'appareil catégorique de la science doivent être maîtrisés et compris dans les concepts spécifiques existants et historiquement établis de cette science. Et ce n'est qu'alors qu'il devient clair qu'ils ont besoin d'être ajustés ou non. En effet, il se peut, et cela arrive très souvent, que ce ne soit pas du tout les catégories développées historiquement qui aient besoin d'être améliorées,
mais seulement la capacité de les appliquer correctement, c'est-à-dire les idées sur le contenu réel de ces catégories déjà développées dans la philosophie et dans l'histoire de la philosophie. Par exemple, de nos jours, on entend souvent dire que les catégories de la dialectique classique sont dépassées, qu'il faut les réviser radicalement pour les mettre en accord avec les derniers résultats de la science. En fait, ce ne sont pas, pour Ilienkov, les définitions des catégories qui sont dépassées, mais leur compréhension dont elles procèdent. Et là, le cas le plus, il donne l'exemple de l'idée populaire qui va apparaître et qui va être ensuite critiquée par Lénine dans le matérialisme et l'empirico-criticisme, selon laquelle qui insiste sur le fait que la matière est disparue. Donc le cas le plus typique de ce genre de raisonnement est la spéculation populaire du début du XXe siècle sur la disparition de la matière. Lénine expliquait ensuite plus clairement aux naturalistes qui prétendaient que la matière est disparue, que ces arguments n'étaient pas provoqués par les derniers résultats des sciences naturelles, mais par leur naïveté dans le domaine des concepts philosophiques spécifiques. En fait, ce n'est pas le concept de matière qui est dépassé, ce sont plutôt ces spécialistes des sciences naturelles qui utilisent une idée dépassée depuis longtemps du contenu de ce concept. C'est pourquoi ils étaient menés par le nez par des représentants de systèmes philosophiques dépassés depuis longtemps, faisant passer leurs idées encore plus archaïques sur la matière comme moderne. Donc, c'est une partie de l'introduction. On ne va pas trop rentrer, on ne va pas aborder l'introduction en totalité, mais on peut retenir une idée fondamentale dans cette introduction d'Evald Ilienkov, c'est que l'histoire de la philosophie nous permet de comprendre le rapport réel entre logique, dialectique et théorie de la connaissance. Et à partir de l'histoire de la philosophie, Ilienkov va tenter d'étudier l'appareil catégorique, conceptuel de la dialectique. Et le domaine de réflexion qui sera mis en évidence dans cette étude, c'est la philosophie grecque. Donc, et la première question que Ilienkov va aborder, c'est la question de la naissance de la philosophie dans le monde grec, ou bien la naissance de la philosophie, les premiers philosophes de l'Antiquité. Et première idée sur laquelle Ilienkov insiste, donc la philosophie grecque et la philosophie d'une manière générale ne naît pas de la curiosité impartiale des heures de loisir, mais d'un besoin aigu et urgent de comprendre rationnellement les problèmes les plus urgents auxquels la société a été confrontée. C'est pourquoi la philosophie n'a pas pris, dès sa naissance, l'apparence d'un monologue pensif, d'un sage contemplant le monde dans une orgueilleuse solitude. Au contraire, elle est tout entière en dispute, en dialogue polémique passionné avec le système des visions religieuses, mythologiques du monde et de la vie. Et là, c'est pour montrer que la philosophie avait dès sa naissance un contenu polémique, un contenu aussi dialectique.
Et ce qu'il va essayer aussi de montrer, c'est que la philosophie va opposer sa propre vérité à l'ancienne vérité mythologique et religieuse du monde et de la vie. Donc, contre l'ancienne vérité de la mythologie religieuse, les premiers philosophes vont opposer une nouvelle vérité. Une vérité sans fioriture, sobre, une vérité qui concerne le monde émergent de la lutte quotidienne des hommes, le monde de l'inimitié et de la lutte, où rien de ce qui est traditionnel n'est sacré, où les anciens dieux sont aussi impuissants que les commandements de la vie qu'ils prescrivaient. Donc, le grec de l'époque de Thalès a été confronté à la nécessité d'une réévaluation radicale de toutes les normes de vie antérieures et de leurs fondements. Et la philosophie est née en tant qu'organe de ce travail critique. Si l'on ne tient pas compte de cela, il est impossible de comprendre quoi que ce soit à l'essence du problème pour la solution duquel les hommes ont dû créer la philosophie. Donc, en entrant pour la première fois dans l'arène de la vie sociale, la philosophie ne se préoccupe pas du tout de la construction de systèmes logiques visant la compréhension du monde dans son ensemble, comme cela peut sembler à première vue, loin des conditions sociales réelles de son origine, mais avant tout de la destruction de la vision traditionnelle et mythologique du monde, qui ne correspondait pas au mode de vie et aux conditions d'existence sociale des gens, qui changeaient de manière plus radicale. Sa propre vision positive se forme directement au cours du réexamen critique et de la transformation du matériel spirituel qui a été légué aux gens comme héritage du développement antérieur. Évidemment, au début, la philosophie est liée au cadre de ce matériel et se trouve dans la dépendance la plus forte, bien que négative, par rapport à lui. Donc, il essaie ici de nous expliquer comment la philosophie, dès sa naissance, s'opposait à la vision mythologique du monde, mais en même temps, il fallait que la philosophie, dans un premier temps, se développe dans la sphère idéalisée de cette mythologie ou bien de cette religion. Et là, il cite Marx, la philosophie s'est développée d'abord à l'intérieur de la forme religieuse de la conscience et, ce faisant, détruit d'une part la religion en tant que telle et d'autre part, dans son contenu positif, elle n'évolue encore que dans cette sphère religieuse idéalisée, traduite dans le langage de la pensée. C'est la raison pour laquelle la philosophie apparaît d'abord, non pas comme une science particulière ayant des concepts spécifiques et un objet spécifique, non pas comme un domaine particulier de la connaissance qui distingue clairement son objet d'étude et l'étendue de ses problèmes particuliers, mais comme amitié de la sagesse, philia, amitié de la sagesse ou la sagesse en général. C'est-à-dire que la philosophie traite tout ce qui tombe dans le champ de vision d'un être pensant. Donc, à ce moment-là, l'objet de la philosophie se confond avec l'objet de la pensée, en général. C'est le monde dans son ensemble, sans aucune spécification ni limitation. Évidemment, le terme philosophie est ici un synonyme complet de la vision scientifique en formation, bien sûr, la vision théorique du monde en général. C'est à la fois inévitable et évident pour le stade initial du développement de la philosophie, c'est-à-dire tout ce qui existe sur Terre, dans les cieux et sur les mers, constitue l'objet de la philosophie. C'est-à-dire la structure des instruments de musique, les météores, l'origine des poissons, les grandeurs incommensurables ou bien la question de l'incommensurabilité de la diagonale d'un carré avec son côté,
la dépendance entre le temps hivernal et la récolte des olives d'automne, etc. Toute la réflexion sur ces objets, on l'appelle la philosophie. Donc la philosophie, c'est la réflexion sur le monde en général. Donc à ce stade, il n'est pas encore nécessaire de parler de la philosophie comme d'une science particulière, pour la simple raison qu'il n'y a pas d'autres sciences particulières. Il n'y a que de faibles germes de connaissances mathématiques, astronomiques et médicales, issus de l'expérience et en même temps orientés de manière tout à fait pragmatique. Donc, alors il n'est pas surprenant que la philosophie va intégrer dès le départ tous ces quelques germes de connaissances scientifiques et les aide à se développer en son sein en essayant de les libérer de ces couches magiques avec lesquelles elles étaient entrelacées dans le cadre de la vision religieuse et mythologique du monde. Et c'est la raison pour laquelle le développement de la philosophie coïncidissait pleinement et entièrement avec le développement de la compréhension scientifique du monde environnant en général. Cette conception amorphe et indivise de la philosophie s'avère très stable à l'avenir, acquérant la force d'une tradition séculaire. Même Hegel, 2000 ans plus tard, retient cette conception comme sa définition la plus générale et la plus abstraite. La philosophie peut être provisoirement, cite Hegel, la philosophie peut être provisoirement définie en général comme une considération pensante des objets. Une telle compréhension de la philosophie est tout à fait évidente pour le stade naissant de son développement. Elle ne s'est pas encore distinguée comme une science particulière, comme un domaine particulier de la connaissance, ou ce qui revient au même ne s'est pas encore distingué des autres sciences et s'identifie donc à la connaissance en général, à la pensée en général, à une vision du monde en général. Et cela nous explique pourquoi ces réflexions incluent naturellement tout ce qui formera plus tard son objet spécifique. C'est-à-dire, comme le roi Lear distribua morceau par morceau son royaume à ses filles, c'est-à-dire les sciences positives, l'étude des lois universelles au sein desquelles être et pensée existent et changent. Et il est très caractéristique que l'existence même de telles lois, régissant également à la fois le cosmos et l'âme, était une évidence pour les premiers penseurs, les premiers philosophes, aussi évidente que l'existence du monde environnant. Donc, pour Elienkov, déjà la philosophie dans sa naissance n'a pas d'objet propre, n'est pas considérée comme une science particulière, elle est en lutte permanente contre et en dialogue permanent critique contre l'ancienne vérité du monde, de la vision mythologique du monde. Et premier point, c'est que pour les premiers philosophes, il n'y a aucun doute qu'il y a des lois qui régissent le cosmos, ou bien l'être, et aussi des lois qui régissent l'âme. Donc ça, c'était une évidence pour les premiers philosophes, et aussi l'existence du monde indépendamment de l'humain, de l'être humain. Ça aussi, c'est une évidence pour les premiers philosophes. Donc sur l'ensemble de notre pensée théorique, domine avec une force absolue le fait que notre pensée subjective et le monde objectif sont soumis aux mêmes lois et que, par conséquent, ils ne peuvent pas se contredire dans leurs résultats.
c'est à la fois l'âme et le corps sont régis par les mêmes lois, mais doivent être en accord l'un avec l'autre. Ce fait est une condition préalable, inconsciente et inconditionnelle de notre pensée théorique. Et puisque la philosophie apparaît ici précisément comme une pensée théorique en général, elle accepte donc cette prémisse comme une condition préalable évidente, comme une condition nécessaire pour elle-même, comme une condition inconditionnelle de la possibilité même de la pensée théorique. Donc, là, on va commencer un petit peu à voir comment, dans quel sens la philosophie, dès sa naissance, s'opposait à la vision mythologique du monde. C'est-à-dire, on va voir qu'est-ce qui caractérise la vision mythologique du monde et en quoi il y a opposition entre la vision philosophique du monde et la vision mythologique du monde. La philosophie s'oppose à la vision du monde religieuse et mythologique, premièrement parce que les premiers philosophes représentaient un matérialisme spontané, pour Ilionkov, et d'autre part aussi une dialectique spontanée. À première vue, il peut sembler qu'au début, la philosophie ne s'intéressait pas du tout aux questions qui formeront plus tard son objet spécifique. Et surtout, la question du rapport de la pensée à l'être, qui est une question, comme on a vu dans des vidéos précédentes, une question qui se trouve au cœur de la réflexion d'Evald Ilienkov. La pensée à l'être, de l'esprit à la matière, de la conscience à la réalité, de l'idéal au réel. Mais en fait, c'est précisément cette question qui est au centre de son attention. Donc là, Ilienkov va essayer de nous expliquer comment les premiers philosophes, ou bien comment dans la réflexion des premiers philosophes, la question du rapport de la pensée à l'être est cruciale, et comment les premiers philosophes vont présenter ou bien vont exposer une réponse qui est matérialiste et dialectique spontanée, qui s'oppose diamétralement à la vision mythologique du monde et à la manière dont la vision mythologique du monde concevait le rapport entre pensée et être. Mais donc c'est précisément cette question qui est au centre de son attention, constituant dès le départ son principal problème. Et la philosophie des premiers philosophes ne se contente pas seulement d'étudier le monde extérieur, car en tant que pensée théorique en général, elle l'étudie, mais elle le fait dans le cadre d'un dépassement critique de la vision religieuse et mythologique du monde et en polémiquant avec elle. C'est-à-dire en comparant constamment deux sphères de connaissances qui se distinguent clairement l'une de l'autre. D'une part, le monde extérieur tel qu'elle commence à le concevoir elle-même et, d'autre part, le monde extérieur tel que la vision mythologique du monde le conçoit. Donc il fallait comparer pour étudier le monde extérieur, il fallait développer une vision de ce monde et aussi critiquer la manière dont la mythologie conçoit ce monde. De plus, ses propres positions
se forment précisément comme antithèse des représentations qu'elle réfute. C'est pourquoi, en détruisant la religion, la mythologie, la philosophie elle-même, dans son contenu positif, se déplace ici encore seulement dans cette sphère religieuse idéalisée, traduite dans le langage de la pensée, comme le dit Marx. En d'autres termes, la philosophie ne voit d'abord l'objet réel de sa recherche que dans la mesure où cet objet est déjà exprimé d'une manière ou d'une autre dans la conscience religieuse. C'est-à-dire qu'elle le voit à travers le prisme renversant de cette conscience. Et qu'est-ce qui constitue cet objet réel de la conscience religieuse, le monde extérieur? Est-ce que c'est le monde extérieur qui constitue l'objet réel? Non, absolument pas. Et le développement ultérieur de la philosophie a montré très clairement que le contenu réel terrestre de toute religion est toujours les propres pouvoirs et capacités de l'homme, représentés comme un objet qui existe en dehors et indépendamment de l'homme, comme les pouvoirs et les capacités d'un être autre que lui-même. Dans la religion, comme plus tard dans la philosophie idéaliste, l'homme réalise ses propres capacités actives, mais en tant qu'objet existant en dehors de lui. Et Marx a souligné plusieurs fois, plusieurs reprises, que cette forme irrationnelle de la conception d'un objet tout à fait réel, au premier stade du développement de la culture spirituelle et naturelle, est inévitable. L'homme doit d'abord, dans sa conscience religieuse, affronter ses forces spirituelles comme des forces indépendantes. Donc, les dieux, les démons, les héros jouent ici le rôle d'un monde idéal, conformément auquel l'organisme social forme des pouvoirs et des capacités réelles chez ces individus. L'éducation, l'adhésion à la culture établie se fait par l'imitation complète de ce prototype idéal. Et les normes apprises de l'activité de la vie sont réalisées et perçues comme des commandements divins, des préceptes ancestraux ayant la force d'une tradition incontestable, la force d'une loi suprême déterminant la volonté et la conscience des individus. Donc, sous la domination d'une religion, une personne n'est jamais confrontée à rien d'autre qu'à un système de normes traditionnelles formées spontanément dans le cadre de sa propre activité de vie. C'est précisément parce que personne ne se souvient et ne sait comment et quand ces normes ont été formées. Il n'y a pas une histoire de ces normes. On ne sait pas d'où ça vient. Pour chaque nouvel individu, elles ont toujours été. Que leur auteur est honoré par l'une ou l'autre autorité sacrée. Donc le pouvoir de la religion a toujours été et reste le pouvoir d'une tradition non perçue d'une manière dialectique, non perçue d'une manière critique et raisonnable. C'est-à-dire une tradition non critiquée et incompréhensible dans ses origines réelles. Donc, il y a un autre trait aussi de la vision mythologique du monde, c'est le caractère pragmatique, exprimé plus ou moins clairement, ou bien qui exprime les manières sociales et humaines d'agir avec les choses et non les choses elles-mêmes. C'est-à-dire ce qui est fondamental, c'est que ce qui est crucial dans la vision mythologique du monde, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais la manière dont les individus agissent avec ces choses. C'est-à-dire on va donner plus d'importance à la notion d'intention et de volonté qu'à la notion de l'objet en soi. Donc, une chose, un objet extérieur, est généralement perçu par cette conscience principalement comme un objet d'application de la volonté, uniquement du côté par lequel il lui soit
il lui est soit utile, soit nuisible, soit amical, soit hostile. Par conséquent, la volonté et l'intention apparaissent ici comme le principe le plus élevé et initial et final de la conscience et du raisonnement. Donc, ce qu'on va voir dans la vision mythologique du monde, c'est vraiment la centralité de la notion de l'intention et de la volonté. L'intérêt théorique pour les choses elles-mêmes ne se pose pas ici. Et ça, c'est une question, et ça, c'est un point contre lequel les premiers philosophes vont s'opposer dans l'Antiquité. Par conséquent, tous les phénomènes, événements et choses du monde environnement sont inévitablement perçus et réalisés de manière anthropomorphique. Donc déjà, il y a l'anthropomorphisme de la vision mythologique. C'est-à-dire, on va apercevoir chaque événement, chaque phénomène, comme uniquement objet, produit, au moyen de réaliser la volonté ou bien les intentions, les désirs ou les caprices d'un être semblable à l'homme. L'homme, bien qu'il regarde droit en face la nature, ne voit en elle, dans le cadre de la mythologie, qu'un reflet de sa propre physionomie. Et c'est là que naît une illusion semblable à celle qu'un miroir crée et pour laquelle un miroir est créé. C'est-à-dire, lorsqu'une personne se regarde dans un miroir, ne s'intéresse pas aux propriétés du miroir, mais à l'image qui, grâce à ses propriétés, est visible derrière le miroir. Donc la nature en tant que telle, dans la vision mythologique du monde, a la même signification du miroir. Donc et joue le rôle d'une cloison plus ou moins transparente derrière laquelle se cache la réalité qu'il est important de considérer, méthode d'activité, forme de vie, intention et les méthodes de leur mise en œuvre. C'est-à-dire dans l'éclair des éclairs, on va voir directement que les formes extérieures de manifestation de la colère de Zeus. Dans les pousses vertes des céréales en croissance, on va voir que la généreuse miséricorde de la mère de la fertilité Déméter. Dans une transaction monétaire rentable, on va l'expliquer par le service amical d'Hermès, etc., et ainsi de suite. Donc, le mystère qui se cache derrière les phénomènes de la nature reste toujours l'intention, la volonté et l'action consciente dirigée par eux. La technique de cette action qu'il convient d'imiter autant que possible pour pouvoir réaliser les résultats souhaités. Alors que dans la philosophie, dans la pensée théorique des premiers philosophes, il y a une opposition à ce principe. Donc la philosophie s'oppose à ce principe universel exprimé par la mythologie de la relation de la volonté consciente au monde environnant dès les premiers pas de sa naissance. Plus précisément, l'opposition à ce principe est le premier pas de la philosophie. Donc c'est vraiment c'est le point qui va nous permettre de comprendre cette opposition pour Ilienkov. L'opposition entre philosophie et vision mythologique du monde. C'est même actuel pour nous aujourd'hui. Plus précisément, l'opposition à ce principe est le premier pas de la philosophie et constitue l'acte de sa naissance, le moment de l'émergence d'une vision théorique du monde et de l'homme, du soi-même et des formes de sa propre activité vitale. Et pour que cette vision et pour que cette opposition se réalise, il est évident qu'il a fallu une crise grave et désespérée dans le système des formes de vie traditionnellement pratiquées et des idées religieuses pragmatiques correspondantes pour
réveiller la vision théorique du monde en tant que réalité effective, non seulement indépendante de la volonté de quiconque, mais contrôlant même cette volonté, même la volonté de Zeus lui-même. Donc la première étape de la philosophie fut précisément la compréhension critique de la relation réelle entre d'un côté le monde de la conscience et de la volonté. Donc ça c'est le premier pas. Donc il fallait comprendre d'une manière critique ce monde-là, ce monde de la conscience et de la volonté, et de l'autre, le monde de la réalité indépendante, c'est-à-dire le monde du cosmos, la nature et l'être. Donc il fallait séparer ces deux mondes pour pouvoir se rendre compte, ou bien pour pouvoir élaborer une compréhension critique de ces deux mondes. Le monde de la conscience et de la volonté et le monde du cosmos, la nature et l'être. Tout d'abord, il devient clair que la personne croyant en la mythologie, la personne qui croit en la mythologie est une personne qui attribue à tort à la nature les traits de sa propre image. Donc la tâche qui en découle, naturellement, est de séparer ce qui n'appartient en réalité qu'à l'homme, avec sa conscience et sa volonté, de ce qui appartient à la nature. C'est-à-dire, tout se passe comme si on va purifier l'idée de la nature des caractéristiques de l'apparence humaine et de restituer ces caractéristiques à l'homme lui-même, les éloignant de la nature extérieure. Donc, puisque la personne qui croit au mythos est une personne qui attribue à la nature, qui a une vision anthropomorphique de la nature, donc la première tâche de la philosophie était de séparer ce qui appartient au domaine de la conscience et de la volonté, c'est-à-dire séparer le monde de la conscience et de la volonté au monde du monde extérieur, au monde du cosmos. Le soleil Hélios, l'océan, les nuages d'orage, Vulcain cracheur de feu, etc. Le soleil est le soleil, c'est-à-dire boule de feu, l'océan est l'océan, c'est-à-dire une mer d'eau, et un homme est un homme, c'est-à-dire l'une des créatures vivantes qui habitent le cosmos. Donc il fallait vraiment séparer les deux mondes pour pouvoir dépasser la vision mythologique du monde. La philosophie en tant que pensée théorique accomplit d'abord la tâche qu'Anaxagore résout avec son concept d'esprit, nous. Dans le chaos de la conscience religieuse, il sépare les grains d'idées sobres et objectives sur le monde extérieur des idées sur le mode de vie de l'être qui possède cet esprit, c'est-à-dire l'homme. Cela produit un premier tri et séparation des éléments qui composent la vision du monde religieuse et pragmatique, divisant tout ce qui est connu en deux fractions clairement délimitées. Au début, il agit uniquement comme séparateur, divisant tout ce qui est connu en opposé caché en lui, sans essentiellement ajouter quoi que ce soit d'autre à ce connu. Il ne se déplace entièrement ici que dans cette sphère religieuse idéalisée, traduite dans le langage de la pensée. On parle ici d'Anaxagore. Cette clarification de l'opposition réelle entre la volonté consciente et le cosmos réel existant, selon ses lois propres, ce qui sera appelé plus tard subjectif, distingué de ce qui recevra le titre d'objectif, c'est la première distinction établie par la philosophie comme philosophie. En même temps, la première définition la plus abstraite de son objet réel.
Pour la philosophie naturelle, la vision initiale et naturelle est que l'homme, doté d'une âme, n'est qu'un des nombreux êtres peuplant le cosmos. Il fait partie d'autres êtres qui peuplent le cosmos, et donc lui-même soumis à toutes ces lois qui ne connaissent ni privilèges ni exceptions. Il s'agit là d'un pur matérialisme. Bien que spontané, bien que naïf, mais pas si stupide, concevant que la plus haute réalisation d'un être rationnel ne réside pas dans l'habitude d'aller contre la puissante résistance des forces de la nature, mais au contraire dans la capacité de les comprendre et de compter avec elles. C'est-à-dire la capacité d'aligner ses propres actions sur les lois, les mesures et les ordres du cosmos, sur son pouvoir irrésistible et puissant, sur son logos créé par aucun des dieux et par aucun des hommes. Tel est le premier axiome et le premier commandement de la pensée théorique moderne en général. Et c'est la ligne qui séparait et sépare encore, même aujourd'hui, la vision scientifique et théorique de l'attitude spontanée et pragmatique face au monde. Donc, un étudiant qui commence la philosophie, ou bien dans les programmes, par exemple au Maroc, d'enseignement de la philosophie, le premier trait de la philosophie, bien le premier pas de la philosophie, c'est vraiment cette attitude théorique qui sépare ce qui appartient à l'homme, ce qui appartient à la volonté, à la conscience, et aussi ce qui appartient du monde en tant que tel. Donc cette ligne qui séparait et sépare encore aujourd'hui l'attitude spontanée et pragmatique face au monde, qui se résume dans sa forme la plus pure à une vision religieuse et mythologisante du monde, avec sa déification caractéristique d'une volonté impudente et les cultes d'une personnalité surnaturellement sage, avec la vénération rituelle de formes de vie héritées de la tradition et de perceptions non critiquées. Par conséquent, le matérialisme était non seulement historiquement la première forme de pensée théorique en général et de philosophie, mais aussi logiquement, c'est-à-dire par essence, fondamentalement, le premier fondement de la vision scientifique moderne du monde et de sa philosophie, de sa logique. La dialectique spontanée est également une caractéristique organique et évidente de la philosophie. Elle est liée à l'essence même de la question, à la nécessité de la résoudre, qui a donné naissance à la philosophie, première forme de pensée théorique. Donc, en effet, la conscience religieuse pragmatique se caractérise par une absence totale d'autocritique. C'est-à-dire que les idées religieuses, mythologiques sur le monde extérieur et sur les lois de la vie humaine ne trouvent leur fondement que dans la tradition remontant aux dieux et aux ancêtres, c'est-à-dire dans une autorité extérieure dont le rôle est directement rempli par l'une ou l'autre personne inspirée par les dieux. Un oracle, un prêtre, une institution ecclésiastique, etc. Donc, sa perception de quelque chose a ici le sens d'une vérité auto-entretenue et incontestable. Son jugement est définitif, dogmatique et sans appel. Donc, cette vision du monde convient parfaitement
aux formes de vie stagnantes et despotiques. Alors, on ne peut pas discuter avec ceux qui détiennent le pouvoir. Il en va autrement dans une démocratie, dans les conditions d'un débat ouvert sur toutes les questions socialement importantes, sur les places, lors des réunions de personnes aux opinions différentes et opposées qui se refutent mutuellement. Donc, la philosophie qui naît précisément en tant qu'organe d'une telle attitude critique à l'égard de toute opinion et de tout jugement est contrainte dès le début de chercher le chemin de la vérité à travers l'examen d'idées contradictoires. La polémique démocratique, le choc ouvert des opinions, toujours regroupées autour de pôles alternatifs, est l'atmosphère dans laquelle seules naissent la pensée vraiment théorique et la vraie philosophie digne de ce nom. Donc avec la philosophie, l'homme commence donc pour la première fois à observer d'un œil critique, comme de l'extérieur, sa propre activité de construction d'image de la réalité. C'est le processus même de la conception des faits qui fait l'objet d'un litige. En d'autres termes, l'objet d'une attention particulière est l'ensemble des notions et concepts généraux sur lesquels se fondent les opinions qui s'affrontent. Donc, comme si il s'agissait de, avec la philosophie, certes, on étudie le monde extérieur, mais il y a aussi la pensée humaine qui devient elle-même objet de la pensée. Et ce retournement de la pensée sur elle-même, sur les formes de son propre travail, est la condition sans laquelle il n'y a et ne peut y avoir ni dialectique, ni pensée théorique en général. La pensée dialectique, précisément parce qu'elle présuppose l'investigation de la nature des concepts eux-mêmes, n'est propre qu'à l'homme, qu'à un stade de développement relativement élevé. Donc, et l'histoire de la philosophie grecque, ancienne, démontre cette vérité comme s'il s'agissait de la paume de la main. Il ne peut y avoir de pensée spécifiquement humaine, c'est-à-dire dialectique, là où il n'y a pas d'enquête sur la nature des concepts eux-mêmes. Pour qu'il y ait une pensée dialectique, il faut qu'il y ait une enquête sur les concepts eux-mêmes. Là où l'homme ne considère que le monde extérieur, même si c'est du matérialisme, sans réfléchir simultanément aux formes de sa propre pensée, à sa propre activité de construction d'image de ce monde extérieur. Donc, pour la philosophie, des premiers philosophes, chez les premiers philosophes, il y avait la nécessité de réfléchir sur le monde extérieur, mais cette condition n'est pas suffisante pour qu'il y ait une philosophie dialectique. Pour qu'il y ait une philosophie dialectique, il faut réfléchir sur le monde extérieur, mais en même temps et simultanément réfléchir ou bien transformer les formes de sa propre pensée en objet de la pensée. Et ça, c'est la dialectique antique. En d'autres termes, la pensée spécifiquement humaine en général ne commence son histoire réelle que là où il n'y a pas seulement une pensée sur le monde extérieur, mais aussi une pensée sur la pensée elle-même. Ce n'est qu'à cette condition qu'il devient rationnel, c'est-à-dire dialectique, alors qu'auparavant, il ne dépasse pas les formes déjà caractéristiques du psychisme d'un animal développé. Et là, Ilienkov il cite un passage de Karl Marx
des œuvres complètes, édition russe. Nous avons en commun avec les animaux tous les modes de raisonnement, l'induction, la déduction et donc aussi l'abstraction. Les concepts génériques de Didon, quadrupède et bipède, l'analyse d'objets inconnus, casser une noix est déjà un début d'analyse, la synthèse dans le cas de farces astucieuses chez les animaux, et comme combinaison des deux, l'expérimentation dans le cas de nouveaux obstacles et de nouvelles difficultés. En général, toutes ces méthodes, donc tous les moyens d'investigation scientifique reconnus par la logique ordinaire sont exactement les mêmes chez l'homme et chez les animaux supérieurs. Ils ne diffèrent que par le degré dans le développement de la méthode correspondante. Et les caractéristiques fondamentales de la méthode sont les mêmes chez l'homme et chez l'animal et conduisent au même résultat puisque tous deux n'opèrent et ne se contentent que de ces méthodes élémentaires. Donc, la pensée humaine ne se distingue fondamentalement des formes d'activité mentale qui la précèdent que là et exactement là où elle fait d'elle-même des formes de son propre travail un objet particulier d'attention et de recherche. En d'autres termes, là où le processus de pensée devient un acte conscient. Là où il est placé sous le contrôle de normes, catégories, logiques, révélées par la pensée elle-même. Et c'est là même qu'on peut identifier l'acte de naissance de la philosophie. Avant tout cela, il n'y a pas encore de pensée spécifiquement humaine, il n'y a que des formes de psychisme qui en constituent la condition préhistorique, c'est-à-dire des formes de conscience grégaire communes à l'homme et à l'animal. Et la dernière phase la plus élevée de ce processus de développement de cette conscience grégaire est la compréhension religieuse et mythologique du monde, dans le dépassement critique de laquelle naissent la pensée spécifiquement humaine et la philosophie en tant qu'organe de sa conscience de soi. Donc, il est donc évident que l'idée largement répandue selon laquelle le matérialisme des anciens penseurs grecs réside dans le fait qu'il étudie le monde extérieur, c'est-à-dire que on pense souvent que le matérialisme grec, ou bien les penseurs matérialistes grecs, étaient des matérialistes parce qu'ils s'intéressaient au monde extérieur et parlent du monde extérieur. Cette idée, pour Ilienkov, est erronée et superficielle. Certes, ils le font, mais ce n'est pas ce qui fait d'eux des matérialistes. Après tout, on peut penser et parler du monde extérieur tout en étant un pur idéaliste, et vice-versa. On peut et on doit être un matérialiste cohérent, explorant non pas le monde extérieur, mais la pensée. Les auteurs de la Bible et Hésiode ont dit et écrit beaucoup de choses, beaucoup plus sur le monde extérieur que Thalès, Anaximandre, Anaximène et Héraclite réunis. Et le véritable matérialisme de ces derniers consiste dans le fait qu'ils ont offert au monde une certaine compréhension de la relation entre la pensée et le monde extérieur, une certaine solution précisément matérialiste de la question fondamentale de la philosophie, et qu'ils ont compris la pensée comme la capacité de l'homme à construire consciemment ses actions en harmonie avec les lois et les formes du monde extérieur, avec le logos du cosmos, et non selon les préceptes des prophètes, les dires de l'oracle et de ses interprètes. Donc l'attitude théorique à l'égard du monde est en effet caractérisée par le matérialisme en tant que position naturelle et évidente dans la compréhension de la pensée, en termes de recherche de la nature des concepts eux-mêmes. La dialectique naît donc précisément comme dialectique matérialiste, comme capacité à supporter la tension de la contradiction,
en tant que partie de l'expression théorique des phénomènes du monde extérieur, en tant que partie des concepts étudiés qui reflètent de manière adéquate le monde extérieur, on ne peut pas parler sérieusement de dialectique au sens propre que lorsque la contradiction devient un principe de pensée consciemment établi, engagé dans la construction d'une image du monde environnant et dans la réalisation du sens de ce travail. Donc, et bien évidemment, la dialectique, la pensée dialectique aussi s'oppose à, ou bien est incompatible avec un système de concepts fixés de manière dogmatique. Car par rapport à un tel système, la contradiction apparaît toujours comme un principe destructeur. La contradiction, c'est quelque chose de destructeur pour la mythologie, comme une situation de discorde à l'intérieur du système de concepts fixés. C'est ce qui est le contraire pour la pensée dialectique. Donc, la dialectique dans le contexte grec devient un besoin socialement conditionné dont la satisfaction est urgente, précisément dans les époques de changement brutal, où les gens se trouvent confrontés à la tâche de comprendre consciemment les conditions de leur propre vie, de comprendre rationnellement, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe autour d'eux, et pourquoi tout ce qui hier semblait immuable, solidement établi, se révèle non pas au cas par cas, mais par la force d'une fatale nécessité quotidiennement et heure par heure, interférant avec tous leurs calculs et leurs plans, être fluctuant, bancal, trompeur. Là où tous les signes s'inversent brusquement, où ce qui semblait bon hier se révèle soudain trouble et malheur, où l'ancienne loi léguée par les dieux des ancêtres et les ancêtres ne les protège plus des forces du mal. Bref, là où les gens se sentent pris dans l'étau de contradictions inexorables et sont contraints de les résoudre, et où les vieilles méthodes éprouvées depuis des siècles pour les résoudre révèlent toute leur impuissance, c'est là que la dialectique a de l'actualité. À ce moment-là, et pas avant, il y a un réel besoin de réaliser clairement et rationnellement ce qui se passe, pourquoi cela se passe et où tout va. Pour savoir comment vivre plus longtemps, sur quels objectifs orienter son activité de vie, dans quoi avoir un appui solide pour ses jugements et ses évaluations. Donc la dialectique se présente avant tout comme une forme d'auto-évaluation sobre de la part d'une personne placée dans de telles conditions. Pour sortir des contradictions, il est nécessaire de les fixer clairement et honnêtement, sans se tromper avec des contes de fées et des mythes, et précisément comme des contradictions de la réalité, et non comme des contradictions de la volonté bonne et mauvaise de Dieu et d'êtres anthropomorphes, semblables à des dieux. C'est cela qui distingue l'éveil à la connaissance rationnelle du monde des schémas religieux traditionnels d'explication de celui-ci. Ces derniers peuvent facilement faire face aux contradictions dont on ne peut se cacher et qui sont sur toutes les lèvres. On déclare qu'il s'agit d'une question de mauvaise intention, de mauvaise volonté, d'intentions hostiles, de certains êtres surhumainement intelligents et rusés qui font du mal aux patrons célestes de la race humaine, ou de discorde entre bienfaiteurs divins, gardiens des mortels insensés. C'est pourquoi la mythologie est pleine de contradictions et en elle-même est également dialectique, parce que les contradictions purement terrestres réelles sont projetées vers les cieux, mais transformées par cette projection particulière, c'est l'écran de l'au-delà,
en quelque chose de mystique et d'incompréhensible, parce que les voies de Dieu sont inexplicables. Leur cause est chaque fois déclarée comme étant l'intention inconsciente, l'intention consciente des dieux et leur volonté divine irrésistible pour l'homme. Et la dialectique rationnelle commence bien évidemment avec la fixation sobre des contradictions réelles de la vie et du monde dans lequel l'homme vit. Donc, c'était le chapitre qui concerne la naissance de la philosophie. Juste après ce chapitre, il y a une analyse de la philosophie ou bien des présocratiques, les philosophes présocratiques. Et ce qu'on peut retenir, c'est que pour Elienkov, la philosophie est dans sa naissance et répond à un besoin d'un réexamen critique des normes de la vie et de la société. Et en même temps, il est en dialogue critique permanent avec le système du mythos. Et la philosophie avait comme tâche de dépasser la vision anthropomorphique, pragmatique de la mythologie. Et pour réaliser cet objectif, il fallait admettre dans un premier temps l'existence du monde environnant indépendamment de la conscience et de la volonté des hommes et des dieux, l'existence du cosmos, de l'être, de la nature, et aussi admettre qu'il y a des lois qui régissent à la fois l'âme et le cosmos. Et le quatrième point, c'est d'admettre une séparation entre ce qui appartient au domaine de la conscience et de la volonté et de l'intention, de ce qui appartient au cosmos lui-même. Et le dernier point, c'était la nécessité de transformer les formes de la pensée humaine en objet de la pensée. Ce sont les 4 points, bien les 5 points, les 5 éléments qui distinguent clairement la philosophie de l'attitude spontanée, pragmatique, religieuse et mythologique en face du monde. Donc, si vous voulez, il y a une différence au niveau de l'attitude en face du monde en fonction de est-ce qu'on se place dans un point de vue philosophique ou bien dans un point de vue mythologique. Et Elienkov nous montre que ces 5 éléments constituent le premier pas de la philosophie. Et donc, c'est tout pour cette partie qui s'intéresse seulement à la naissance de la philosophie. Et dans la prochaine vidéo, on abordera les présocratiques et
plus particulièrement Héraclite. Ensuite, il y aura une troisième vidéo sur la vidéo suivante, la vidéo d'après sera sur Platon, et ensuite Aristote, les stoïciens et les sceptiques grecs. Et pourquoi pas un résumé de la thèse de doctorat de Karl Marx sur la philosophie, sur la différence entre la philosophie de nature chez Démocrite et chez Épicure. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.